Jean, donc il y a une question. Jean, et la musique, c'est quoi? Jay-Z. Mais elle était trop simple et trop facile, celle-là. On la connaît par cœur. Mais pourquoi? Parce que, juste, on va déborder, je suis désolé. Il faut savoir qu'avec Jean et moi, on s'est rencontrés. Je ne savais même pas qui c'était, mais on a parlé de musique. Et je pensais que c'était un passionné de musique. Et il rougit comme si c'est vrai, parce que on s'est rencontrés sur un de nos premiers rendez-vous, on était sur un after. Un karaoké, il faudrait que... Et du coup, on a parlé de musique. Et c'est pour ça que la première question, c'est ça, parce que derrière le cuisinier, il y a un amateur de musique. Et on a vraiment parlé de musique. Et je l'ai apprécié parce qu'il est vraiment imprégné de la musique, il est à fond. Donc, c'est la musique. On peut dire, hein, il cuisine mieux qu'il chante. Les karaokés chez Laurent à la campagne, c'est quelque chose. Mais bon, non, bah, on est allé ensemble, on se connaissait à peine, hein, franchement. On est allé ensemble à un concert de Jay-Z, Beyoncé à New York en 2014. Et il me dit à la fin, bon, viens, on va rencontrer. Donc, il me présente Jay-Z finalement. Et Jay-Z me dit, ouais, bah, quand je viens à Paris dans 2-3 mois, tu seras mon chef. Et moi, je me dis, bon, ouais. Vachement, ouais. Et en fait, 4 jours avant, j'ai reçu un email de lui transféré des US. Ouais, c'est bon, c'est toi le chef, hein, vas-y, quoi. Bon, bref, je peux pas la raconter dans les détails, mais il y avait quand même des histoires. Voilà. À tous les deux, qu'auriez-vous aimé savoir avant de vous lancer, respectivement, dans vos métiers et dans vos carrières? On aurait aimé connaître un peu les coups bas. Voilà. Mais on s'y fait petit à petit. Voilà. Jean? Je préfère garder l'insouciance, rien savoir, voilà. Ça m'allait bien, ça. Et toi, le monde de demain dans le métier, tu penses que ça va aller vers quoi? Je pense que le monde de demain, ça va aller forcément vers plus de bio, plus de responsabilité. C'est évident, mais le métier ne va pas changer foncièrement. Il y a des choses qui changent. Je parlais de la saisonnalité. C'est vrai que il y a 10 ans, avoir un restaurant sans terrasse, c'était pas très grave. Aujourd'hui, avoir un restaurant sans terrasse, c'est devenu très difficile. Parce qu'encore une fois, printemps-été, c'est la moitié de l'année. Donc la moitié de l'année, quand tout le monde veut être dehors et qu'on n'a pas la chance d'avoir un lieu qui permet de servir beaucoup de couverts à l'extérieur, ça complique le métier. Mais je ne suis pas certain que tout change comme ce que tout le monde dit. Je pense que ça évolue, bien sûr. On a toujours envie de nouveautés. Il faut savoir se renouveler, encore plus dans l'hospitalité. Il faut savoir monter en gamme, parce que tout le monde monte en gamme. Mais en réalité, l'arrivée des émissions comme Top Chef ou les autres, ont appris, finalement, ont rendu les gens encore plus exigeants, parce qu'ils se renseignent, parce qu'ils connaissent un peu plus. Et avant, on pouvait finalement ouvrir un resto incroyable, même si la nourriture ou le service n'était pas au rendez-vous, c'était pas grave. Aujourd'hui, c'est une somme d'ingrédients. Si on en rate un, voire deux, tout s'arrête. Ça va, encore une fois, des arts de la table, à la décoration, à la tenue du personnel, à l'ambiance musicale, aux odeurs, enfin tout ce qui va. C'est un restaurant réussi aujourd'hui, c'est un nombre d'ingrédients qui fait que c'est vraiment une somme de ces ingrédients qui fait que le lieu est un succès ou pas. Laurent, il a bien compris le concept de tac au tac sur la question, je trouve. Merci Jean, parce que je me le disais dans ma tête. Du coup, Jean, alors toi, du tac au tac, si demain tu as un conseil à donner à un jeune qui va se lancer dans la cuisine, c'est quoi le conseil? Bon, la cuisine, il faut qu'il soit passionné, sinon ça marche pas. Autant l'hospitalité, ça, voilà, mais cuisine, tu rentres tous les soirs à minuit chez toi, tu travailles le soir de l'anniversaire de ta copine, laisse tomber, il faut être passionné. Et je dirais, authenticité, ça marche bien. Il faut vraiment raconter ce qu'on a dans les tripes. Alors, du coup, on revient aux questions, puisqu'on enchaîne là-dessus. Comment tu vis tout ça aujourd'hui? C'est toujours tac au tac, là, ou pas? Non, on peut répondre un peu plus. Tu peux prendre ton temps. Comment tu arrives à vivre tout ça? 50 milliards de projets, 50 milliards de vies, 15 fuseaux horaires. Comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que dans ce que tu fais, quand même, ce qui est assez intéressant, c'est la création. C'est vraiment ce côté de un dîner, c'est une création, un projet, c'est une création, c'est jamais redondant. Comment ça fourmille dans ta tête et comment tu arrives à gérer tout ça? Je pense que déjà, j'ai mes racines bretonnes auxquelles j'essaye de retourner le plus souvent dans ma cabane. Je suis très... mais ça va être prétentieux, mais je dirais que je suis efficace. C'est-à-dire, si je sais, moi, chaque minute vraiment compte. Si je sais que j'ai 10 minutes, je peux me poser calmement, prendre un thé ou un café, réfléchir, me dire c'est ce sujet. Et en fait, chaque moment est un moment créatif. Je suis rarement dans un moment où je pense à rien, je regarde un film, je regarde une connerie à la télé. Je suis rarement dans ces moments-là. Je suis plutôt dans un truc...
tout le temps en train d'essayer d'être curieux, de lire un livre, d'être dans cette énergie, de m'entourer d'artistes, de m'entourer de choses. Et de manière, la création, c'est pas le moment où parfois tu es dans ton bain, tu es dans ta douche, tu es dans la voiture, tu es dans un truc et de seul coup tu as une idée qui tombe. Mais ce qui est dur, c'est quand c'est forcé, je trouve. Quand d'un seul coup, finalement, on sait qu'il faut pondre 15 plats pour une carte et qu'il faut dérouler les machins, c'est le moment le plus dur de la création. Voilà. Mais sinon, je m'en sors, je suis entouré aussi d'équipes. Hein. C'est quand même pas un métier solitaire, hein, la restauration. Laurent, il peut témoigner. C'est un métier où tu es dépendant de tellement de personnes, tellement de gens que si tu n'es pas entouré... Et Laurent me le dit souvent, même toi, tu me dis, Angelo, il faut être entouré, il faut avoir les bonnes personnes. Le choix que tu fais des personnes autour de toi, c'est ça qui est déterminant dans si tu y arrives ou pas. Hein. Laurent de Gourcuff, la prochaine étape aussi de Paris Society, ça sera l'hôtellerie, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, qui ouvrira l'hiver prochain. Pourquoi ce projet-là, d'envergure, énorme domaine, 100 hectares. Oui, c'est ça. Écoutez, premier constat, autour de Londres, il y a environ 45 hôtels dits de campagne, à moins d'1 heure de Londres, pour les gens qui n'ont pas de maison de campagne, pas parce qu'ils ne peuvent pas s'en acheter, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie. Et c'est une organisation de maison de campagne. Et autour de Paris, à moins d'1 heure de Paris, on en compte sur les doigts d'une main, c'est-à-dire 5. Dans 3 ans, on en a identifié une quinzaine qui arrivent, enfin. Et pareil que pour la restauration, il fallait qu'on trouve le spot. J'en ai visité, et moi, pas tout seul d'ailleurs, plus d'une centaine. Et je pense que si j'étais pas tombé sur l'abbaye des Vaux-de-Cernay, le projet pour Paris Society n'aurait pas vu le jour. Donc c'est effectivement 45 km de Paris, une abbaye cistercienne 13e siècle, 170 chambres, mais on n'aura jamais l'impression qu'il y a 170 chambres parce que c'est en plusieurs bâtiments qui ne se voient pas. Du sport, de la restauration, il y aura 4 restaurants. Une salle de jeu immense, paraît-il. Une immense salle de jeu, exactement. Et puis plein d'autres choses, plein d'autres activités, de la barque, de la pêche, etc. Donc voilà, c'est un hôtel de campagne pour nos clients Paris Society ou les clients étrangers qui ont envie de venir, qui veulent venir passer le week-end, mais même possiblement la journée, puisqu'à 45 km de Paris, on peut venir en taxi. C'est quand même pas long. Et c'est vraiment pour s'échapper 2 jours, 3 jours, une semaine de vacances, ou tout simplement venir déjeuner, bruncher et repartir le soir à Paris. C'est vraiment cette idée que le Covid a encore une fois accentuée, d'aller un peu, de fuir un peu la ville. Alors quand on le peut, là en l'occurrence ce sera surtout les week-ends et les vacances scolaires, mais vraiment de faire un lieu de vie à moins d'1 heure de Paris, parce qu'il y en a à 2 heures, 3 heures, mais c'est pas le même marché. Donc on remodélise Paris Society, puisqu'on parlait d'un tiers. Si on se lance aujourd'hui Oui. On va redévelopper. À terme, on devrait arriver à un quart, parce que notre souhait, c'est de développer ce pôle hôtellerie, mais encore une fois, à partir de spots incroyables, de lieux vraiment de lieux emblématiques. On en communique un peu moins dessus, mais quand on a racheté l'abbaye des Vaux-de-Cernay, on a racheté la citadelle Vauban à Belle-Île-en-Mer, qui se trouve à l'entrée de Belle-Île. C'est une citadelle de Vauban historique qu'on a pu racheter, qui n'appartient donc pas à l'État, et qu'on transforme également en hôtel avec une centaine de chambres avec vue sur mer, avec du ressourcement et plein d'autres choses. Vous parliez justement du Covid et de cette période dont on sort un petit peu tous les deux. Vous êtes dans des secteurs qui ont été ultra impactés. Est-ce que pour vous, il y a un avant et un après, du moins dans l'appréhension de vos métiers et de ce que vous avez envie d'en faire plus tard ? Je dirais que oui, forcément. Les gens... ça a remis les gens en cuisine d'ailleurs un peu. Il y avait toute cette période où finalement quand on a lancé la vente à emporter, etc., ou même quand les gens ils commençaient à regarder des émissions de cuisine, ils se sont dit on va cuisiner à la maison. Donc je pense que ça a remis un peu d'authenticité et aussi d'achat de matières premières de qualité, tout ça. Après je dirais... c'est marrant parce que depuis que j'ai rouvert et depuis, je pense, c'est pareil pour toi, Laurent, finalement, le changement n'est pas monstrueux, je trouve. Finalement, dans l'attitude des gens, dans le plaisir. Oui, je trouve. En fait, on s'est rendu compte que le restaurant, à quel point, je pense, les gens étaient attachés à peut-être ce lien social au restaurant, de rencontrer des gens, et ce côté, festif un peu dans un restaurant où on s'amuse, on mange très bien. Et c'est marrant, il y a un engouement. Je trouve, au contraire, on aurait pu s'attendre. Non, mais c'est ça. Quand je dis qu'il y a pas eu de changement, il y a un changement radical. C'est que depuis que ça a réouvert, les restaurants n'ont jamais des amplis. Ouais. On en discutait l'autre jour, c'est assez invraisemblable. Les gens, ils ont d'abord été beaucoup plus au restaurant qu'au spectacle. On a pu le voir, les restaurants étaient... Et c'est encore plus vrai dans le festif. Ouais, voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire quand on a rouvert les boîtes de nuit, je vous rappelle qu'on nous on en a une quinzaine, donc on n'est pas un trop mauvais baromètre. Quand on a rouvert les clubs en juin dernier, on n'a jamais fait un taux de remplissage comme ça. On nous a coupé les jambes en décembre parce qu'on a refermé en décembre. Hier soir, c'était la réouverture des clubs, des boîtes de nuit. On était tellement plein
C'est-à-dire que c'est C'était attendu, quoi. bien le sûr. soulagement. Mais moi, je pensais que quand on ouvrirait en juin, ça allait s'essouffler. Juillet, août, septembre, octobre, plein. Mais quand je dis plein, c'était la nuit dans les années 80. Alors qu'avant le Covid, le festif, quand même, était plus difficile qu'avant. Juste une dernière question à Jean, parce qu'après, on arrive à la fin, malheureusement. Parce qu'on parlait des rêves et tout, et parce que quand Laurent il parle, il fait quand même rêver. Hein, ce qu'il fait, toi... Bah, sympa pour moi. Non, c'est pas ça, c'est que toi... Tu m'as donné envie d'aller Non, mais là. toi, ton rêve, et je pense comment tu comptes le réaliser, comment tu projettes, c'est que un hôtel Jean Imbert, un concept hôtel Jean Imbert, un boutique hôtel Jean Imbert, comment, où... J'ai pas envie qu'il fasse l'hôtel Jean Imbert, parce que pour vous dire la vérité, je n'exclus pas, il n'ose pas le dire, je n'exclus pas de faire un jour un projet avec Jean Imbert, et notamment dans l'un de ses projets d'hôtel. Alors, Et à quel endroit? Je peux pas le dire pour l'instant. Et toi? Bon, c'est Non, bien je peux pas le engagé. dire non plus. Non, toi, dans ta tête. Non, je serais heureux d'avoir Laurent comme partenaire pour faire quelque chose, mais oui. En fait, j'aime bien. Il y a quelque chose qui est fort dans ce que dit Laurent depuis le début, et ce que je ressens aussi, c'est les détails. Et créer un projet hôtelier, c'est mettre un peu qui on est dans une lampe de nuit, une serviette, un détail, un savon, tout cette masse de taille qu'on met dans la restauration, dans un art de la table déco. Moi, j'ai été toujours impressionné quand Paris Hospitality prenait des grands designers pour faire leur resto, et moi, j'adore. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs au Plaza. Et voilà, mettre ça dans un hôtel, mettre toute mon énergie Le dedans. détail oui. est beaucoup plus important qu'avant. Les Totalement. gens Ouais, se oui. rendent compte des détails, ce qui n'était pas le cas il y a quelques La années. lumière, la musique, les odeurs, comme tu disais, c'est tellement important. Voilà. Messieurs, malheureusement, on va bientôt devoir se quitter, mais d'abord, la séquence imaginée par votre ami Angelo, jingle, et il vous explique tout.